C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, dans la salle ou en visio, bienvenue. Nous débutons ce matin un véritable marathon pour la Commission des affaires économiques, puisque cet après-midi, nous entendrons successivement à 15h et à 17h30 M. Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, puis M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Mais avant cet après-midi chargé, nous commençons par un après-midi tout aussi intéressant et chargé par une communication du groupe de travail conduit par Mme Célia Delaverne sur les obligations du service universel des télécommunications. Ce sujet, je le sais, suscite nombre d'interrogations dans les territoires, souvent teintés d'inquiétude. Mme Célia Delaverne a pu procéder dans un délai resserré, et je l'en remercie, à de nombreuses auditions, et va donc nous faire un point de la situation. C'est elle-même qui nous avait alertés il y a quelques semaines et nous avait demandé de lancer cette mission, ce que le bureau a bien voulu accepter. S'agissant d'un groupe de travail, il n'y aura pas de publication formelle d'un rapport proprement dit, mais vous pourrez disposer sur la page de la commission d'une synthèse des travaux menés. Nous pourrons consacrer 1 heure à cette communication. Il va falloir être efficace, puisqu'on enchaîne avec la proposition de loi de notre collègue Guillaume Garot sur le gaspillage alimentaire. Je prendrai donc les questions des orateurs des groupes en priorité. Et si, et seulement si, vous parvenez à vous montrer concis, quelques questions supplémentaires. En tout état de cause, nous arrêterons à 10h30. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous avez bien voulu me confier une mission flash sur le sujet crucial du service universel des télécommunications, qui est en réalité un moment charnière de son histoire. Alors, je vous en remercie. Je remercie très sincèrement le président Lescure d'avoir voulu créer rapidement cette mission dès janvier. Je voudrais remercier aussi Thierry Anjubot, qui a été d'un soutien total dans la conduite des travaux. Exceptionnel, nous ne le disons pas assez. Et bien sûr, Daniel Montin, qui m'a accompagné tout au long de cette mission. Vous savez l'importance que les administrateurs prennent pour vous accompagner, à la fois dans la réflexion et dans le cadre juridique et légal. 4 courtes semaines pour défricher un sujet d'ampleur et faire des propositions, au fond, très pragmatiques pour améliorer la situation que nous connaissons sur le terrain, dans des territoires ruraux qui souffrent aujourd'hui de la non-universalité de ce service universel. 4 semaines productives qui me permettent aujourd'hui de partager avec vous quelques convictions que j'ai acquises ces derniers jours, mais aussi d'ouvrir des débats qui, je l'espère, pourront prospérer dans notre commission à l'avenir. Alors, qu'est-ce que le service universel des télécommunications ? Pourquoi sommes-nous à un moment charnière ? Le service universel des télécommunications a été mis en place en 2002 et dans le cadre de la privatisation de France Télécom était comme un filet de sécurité qui permettait de garantir à chacun de nos concitoyens un accès de qualité et en continuité d'un service à un tarif abordable. Le cadre juridique qui est prévu est celui d'une désignation par l'État d'un opérateur afin d'assurer ce service au travers de conventions triannuelles. Cet opérateur, c'est Orange, c'est le propriétaire historique du réseau, vous l'aurez compris, est en situation de monopole. La dernière convention signée fin 2017 s'est achevée le 3 décembre 2020, laissant aujourd'hui la préparation de la suite à notre appréciation. C'est un moment charnière aussi car, vous le savez, dans la loi DADU, nous avons voté à la fin de l'année dernière un nouveau cadre pour ce service universel qui complète la téléphonie fixe par un accès à un haut débit, ce qui est, et nous devons en être fiers, une vraie amélioration sur le terrain pour nos territoires et pour participer à la vie économique et sociale du pays. Alors pour autant, le passif est lourd. Nous avons, depuis de dire des organisations syndicales d'Orange elles-mêmes, un abandon depuis plus de 20 ans de l'investissement dans le réseau cuivre, stratégie qui visait à basculer vers la fibre, certes, mais qui n'a pas prévu la transition, qui est même un peu plus longue que prévu, vous le verrez. Nous allons dépendre encore pendant 10 ans au moins du cuivre, plus de 24 millions d'utilisateurs encore à ce jour, dont 1,4 pour le service universel. Nous avons aussi un passif lourd sur une convention de service universel mal ficelée. Pourquoi ? Parce que les indicateurs sont nationaux, donc nous avons une appréciation globale de la réalité du service et des indicateurs construits de manière non universelle. Pour exemple,
85% des réparations doivent être faites sous 48 heures, mais quid des 15% restants? Rien n'a été prévu. Les indicateurs sont renseignés par Orange lui-même et contrôlés par l'ARCEP sur des grandes masses avec des contrôles inopinés, certes, mais qui méritent que nous y consacrions un temps plus important. Donc la responsabilité aujourd'hui de ces difficultés, elle est effectivement partagée entre plusieurs acteurs. Certes, l'opérateur qui, au fond, a failli à ses valeurs initiales de mission de service public, mais aussi à l'État qui a mal encadré ce service universel. Et nous avons aujourd'hui une opportunité de le faire plus proprement. Construisons, chers collègues, construisons cette transition en n'oubliant personne et en réaffirmant le caractère universel de ce service universel, en plaçant au cœur de la réflexion le sujet de la continuité, de l'accès et de la qualité de service. Ajustons les outils de pilotage en ce sens. Il n'est plus possible d'attendre des mois avant d'être réparé ou raccordé, de n'avoir aucune réponse sur les délais, de se sentir parfaitement impuissant, faute d'outils légaux, juridiques et contractuels pour confronter l'opérateur sur le terrain et l'amener à respecter ses engagements. Concrètement, aujourd'hui, ce nouveau service universel tel que nous l'avons voté aura 2 paquets. Un paquet téléphonie fixe qui est le paquet historique et un paquet haut débit que nous proposons, enfin que votre rapporteur vous propose de dissocier dans la phase transitoire de manière à mettre Orange devant ses responsabilités sur la question de la téléphonie fixe qu'il gère depuis plus de 40 ans et qui correspond à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de nos concitoyens français, et de traiter la question du haut débit par ailleurs dans une réflexion qui est en cours sur laquelle je reviendrai. Sur ce téléphonie fixe, je vous propose que nous repartions sur une convention de désignation sur 5 ans, plus longue que les 3 ans, de manière à avoir plus de visibilité sur les investissements, mais aussi de manière à mieux contrôler le suivi des indicateurs et mettre en demeure, si besoin, l'opérateur. Des indicateurs qui seraient départementaux pour avoir une vraie vision de quels sont les points noirs sur le territoire et de la réalité de la qualité de service territoire par territoire. Des indicateurs avec un distinguo urbain-rural qui permettrait aussi de démontrer que dans la ruralité, nous sommes traités de manière équitable avec les zones urbaines. Nous créerions une obligation de réparation sous 1 mois. Au bout de 48 heures, vous êtes dédommagé, mais parfois il ne se passe plus rien après. Nous créons une obligation sous 1 mois, au-delà desquelles les sanctions qui seraient appliquées à l'opérateur seraient dissuasives, sauf justification de l'opérateur sur la non-réparabilité, mais au cas par cas, de ces situations. De là même, une création d'obligation de raccordement qui peut, et vous le savez peut-être, est différente suivant que la ligne existe déjà ou la ligne soit à construire. Si la ligne est à construire, ne nous entêtons pas à investir dans le cuivre dont on sait qu'il est plutôt en fin de vie. Et nous pourrions, dans ce cas-là, lever un verrou de la précédente convention qui passait à 99% par du filaire pour aller vers des technologies alternatives comme le satellite ou la 4G fixe. Ces technologies ont été beaucoup décriées sur le terrain. Ce que les auditions révèlent, c'est que des progrès ont été faits, que la mise en place d'un nouveau satellite, et que nous pouvons espérer que ces solutions, sans être généralisées, puissent être efficaces de manière transitoire jusqu'à la fibre. Il nous faut également un effort de transparence. Le comble du secteur des télécoms, c'est qu'on en défend l'open data, n'est-ce pas, cher Eric, qui nous suit en visio? Mais pour autant, pour avoir parfois des informations basiques, c'est assez compliqué. Et donc, il y a un rapport demandé à l'opérateur Orange dans le cadre de cette convention sur la gestion patrimoniale du réseau, avec des indicateurs précis qui doivent être fournis sur les longueurs de fil, le nombre d'ouvrages de génie civil, leur ancienneté, la manière dont ils peuvent ou non être réutilisés par la fibre, nous y reviendrons. Mais aussi la possibilité pour les citoyens de poster, peut-être sur une partie visible de j'alertelarcep.fr, les difficultés, les signalements sur les réparations dont ils ont besoin, les défaillances du réseau téléphonique, de manière à les faire connaître et à pouvoir suivre en temps réel la manière dont ils sont traités. Il nous faut plus d'opérationnalité sur le terrain, et pour toutes celles et ceux qui vivent cela, la question de l'élagage est souvent centrale. Elle a fait l'objet d'un ping-pong, je dirais, presque juridique, avec un cadre évolutif qui avait été proposé par le président Chassaigne très justement, et j'y reviendrai, mais qui a été voté de manière différente dans la loi pour une République numérique en 2016,
qui responsabilise le propriétaire privé et permet au maire de le mettre en demeure. La réalité, c'est que ce cadre fonctionne difficilement sur le terrain et que donc je vous propose de rétablir la servitude des légages sur l'entretien du réseau, comme cela est fait aujourd'hui pour Enedis, et ce qui fonctionne très bien et qui facilite l'opérationnalité aujourd'hui des réparations et évite qu'on se renvoie la balle de l'opérateur au maire, au propriétaire privé et qu'on perde un temps infini. Un mot aussi pour vous dire que les citoyens ont besoin d'être accompagnés de manière plus importante dans leur démarche vis-à-vis de l'opérateur, et on pourrait s'appuyer sur les maisons France Service pour qu'il y ait un accompagnement dans certaines démarches, notamment lorsque les obligations ne seront pas respectées. Le financement, grand débat, évidemment. On va nous dire comment vous financez cette amélioration de la qualité de service. Tout simplement comme le système l'a prévu, par le Fonds de compensation de services universel, qui prévoit que chaque opérateur participe au titre de la péréquation géographique et sociale, mais là on est sur la composante géographique, au financement de ce service universel. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Ça n'est pas un sujet, comme on peut le voir sur la place publique, d'entretien plus large ouvert par le tarif du dégroupage, mais bien celui du fonds de compensation, qui est l'outil majeur du service universel. En un mot, peut-être ouvrir les perspectives sur le 2. Donc là, je vous ai parlé de téléphonie fixe. Je voudrais quand même vous dire quelques mots, parce que les auditions l'ont abordé, la question du paquet haut débit. Comment va se mettre en place ce service universel sur la partie accès à un haut débit ? Il y a plusieurs pistes en cours, et je n'ai pas en 4 semaines l'arrogance de vous dire avec certitude quelle serait la meilleure solution. Je sais qu'elles sont en cours d'étude et que nous aurons certainement à les évaluer au cours d'auditions complémentaires, et cela pourrait faire l'objet de travaux au sein de notre commission. Mais j'ai 4 sujets que je voudrais mettre sur la table qui sont pour moi d'enjeux majeurs pour l'avenir de nos réseaux. Le premier, c'est le devenir du réseau cuivre en tant que tel. Quand vous n'avez pas la fibre, il est absolument inacceptable sur le terrain de vous dire qu'un jour, on va obliger à la fermeture de votre ligne cuivre pour ouvrir une ligne fibre. C'est inentendable, inaudible sur le terrain, mais ce débat devra être ouvert d'ici 5 ans et doit amener une réflexion aujourd'hui préalable sur la manière dont on bascule de l'un vers l'autre et ce qui est acceptable pour nos concitoyens, en sachant que plus vite on va, meilleure sera la situation finale, à la fois pour la gestion du réseau et pour nos concitoyens. Un deuxième sujet, celui des ouvrages de génie civil. Quand on dit réseau cuivre, il y a les fils et puis tout le génie civil, les poteaux, les fourreaux. Le cuivre, aujourd'hui, est amené vraisemblablement à être démantelé, ce qui devra se préparer. Le génie civil est en grande majorité réutilisé pour la fibre, ce qui, aujourd'hui, d'ailleurs, assure son réinvestissement, si je puis me permettre, par rapport au débat public qu'il peut y avoir sur le coût d'entretien de ce génie civil. La propriété devrait-elle être restée uniquement un opérateur privé Orange ou rebasculer dans la sphère publique, notamment sur les zones où le marché ne fonctionne pas, et notamment les zones RIP ? Cela doit être débattu en accord, évidemment, avec les syndicats de collectivités. On ne va pas faire sans eux ni contre eux, mais je crois que le sujet doit être ouvert et pourrait faire l'objet d'un groupe de travail à l'ARCEP. Autre grand sujet majeur auquel je tiens, c'est celui de la multiplication des épisodes climatiques intenses. Nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs que le passé. Nous remettons des fils en aérien au lieu de les enfuir parce que le coût, certes, est bien plus élevé. 80% du coût est sur le génie civil lorsqu'on enterre. Mais nous avons à nous poser cette question-là parce que dans une étude coût-bénéfice, on sait bien qu'avec la multiplication de ces épisodes, il peut y avoir des coûts évités en amont et qu'au fond, ce sera toujours l'usager au final qui paiera plus cher si nous ne lui évitons pas ces coûts futurs en investissant en amont. Et donc, il y a une vraie réflexion. Pour ce qui est du paiement, il y a 2 options, soit par l'impôt au sein du plan France très haut débit, soit par une redevance à prendre sur les tarifs de dégroupage au travers d'un fonds qui existe déjà, qui est le FANT, le Fonds d'aménagement numérique du territoire. C'est un choix politique dont nous pourrons débattre. Encore une fois, c'est un débat ouvert que je vous soumets. Et tout dernier point, nous avons chez Enedis, pour ceux qui l'ont expérimenté sur leur territoire, la force d'intervention rapide, qui est une force dans les cas d'épisodes majeurs d'épisodes climatiques majeurs,
pour reconnecter les gens, pour leur amener l'électricité dans des délais très raisonnables. Cette force, elle repose sur la mutualisation, évidemment, à l'échelle nationale des techniciens. Je crois qu'il y a une réflexion à avoir pour gérer ces épisodes climatiques majeurs. Est-ce que c'est une force dédiée contractée par appel d'offres? Est-ce que c'est une mutualisation de techniciens entre les territoires? En tout cas, il me semble que ce sujet doit être ouvert maintenant et pourrait d'ailleurs servir d'ores et déjà le réseau cuivré. Voilà en quelques mots, mes chers collègues, ce que en 4 semaines je peux partager avec vous de convictions et de débats à ouvrir. Il y en a certainement d'autres. Je vous remercie et j'attends avec impatience vos questions et vos remarques. Merci, Madame la rapporteure. J'ai Madame Boyer, Monsieur Vigier, Monsieur Bolo, Monsieur Lamiraud et Monsieur Falorni qui doit être en visio. Donc la parole est pour le groupe La République En Marche à Pascal Boyer. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, Madame la rapporteure, je vous félicite pour l'excellent travail que vous avez effectué au cours de cette mission. Ce rapport met effectivement en lumière les failles du service universel concernant le réseau du téléphone fixe, appelé aussi le réseau cuivre. Ces failles ont de lourdes conséquences sur l'activité des entreprises et aussi, comme vous le rappelez, sur 24,7 millions d'utilisateurs. En tant qu'élu d'un territoire de montagne, comme vous, Madame la rapporteure, très régulièrement, nous sommes interpellés par des habitants qui se retrouvent sans téléphone fixe pendant de nombreuses années, voire pendant de nombreux mois. Ces problèmes sont souvent inhérents à des dysfonctionnements du réseau cuivre. Ce réseau, qui appartient à l'opérateur historique Orange, était en charge du service universel jusqu'au 3 décembre 2020, ce qui se traduit par l'obligation, comme vous l'avez dit, du raccordement téléphonique des usagers. L'article 39 de la loi DADU, loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, votée le 3 décembre, abolit l'obligation de prise en charge du service universel par l'opérateur Orange. Le futur opérateur, qui sera désigné par appel d'offres, remplissant les obligations posées par le droit européen, devra assumer un service d'accès à l'Internet haut débit et un service d'accès aux communications vocales. En attendant le résultat de l'appel d'offres, je salue la proposition que vous faites pour la période transitoire de dissocier les deux prestations qui sont la téléphonie fixe et le haut débit, et afin d'assurer le maintien d'un service cuivre satisfaisant en attendant le développement du très haut débit qui sera, je l'espère, rapide. Vous préconisez de lancer un appel d'offres spécifique pour le réseau cuivre pour une durée allant de 5 à 10 ans, période qui permettra d'amortir les investissements faits par l'opérateur désigné et permettra un meilleur contrôle du régulateur. Quant à la mise en place du service universel Internet haut débit, l'idée de profiter des 2 prochaines années pour territorialiser ce service me semble excellente, puisque la loi DADU oblige la mise en place de ce service universel à partir du 1er janvier 2023. Vous nous dites, et c'est la réalité du terrain, que les usagers ne sont pas assez informés de leur statut d'usager du service universel, statut qui leur accorde des droits. L'idée de faire des campagnes d'information et de mettre en place des correspondants services universels dans les espaces France Service pour des fins d'accompagnement permettrait d'accélérer les procédures de prise en charge des demandes de rétablissement du service. Contraindre l'opérateur gestionnaire du réseau à la création ou au rétablissement de la connexion communication dans des délais raisonnables, avec à la clé des pénalités croissantes en cas de non-respect de ce principe, modifier les moyens de contrôle avec la création d'indicateurs permettant de traduire la réalité des différents territoires concernés, donner plus de moyens à l'ARCEP pour effectuer les contrôles, augmenter le financement du service universel, obliger la transmission de l'état du réseau d'infrastructures départementalisé pour révéler les zones défaillantes, rétablir la servitude d'élagage, remettre sur le terrain les moyens humains suffisants, enfouir autant que peut les réseaux pour les protéger de tous les aléas, réfléchir à la propriété et à la gestion de la maintenance des infrastructures paraissent être essentiels pour préparer les réseaux de communication de demain. Les territoires ruraux sont, comme vous l'avez écrit dans votre rapport, les territoires les plus concernés. Leurs habitants espèrent que le raccordement au très haut débit ou à la fibre optique leur apporte les services auxquels ils ont droit. L'attente est forte et pressante, parce que démunis du service de communication par voie filaire, ces habitants sont victimes du déséquilibre territorial. Votre rapport apporte des solutions pour poser les fondations des nouveaux réseaux, afin d'éviter de recommencer les erreurs du passé. Plus aucun retard n'est acceptable dans l'équipement des territoires, parce que plus jamais,
Plus que jamais, les territoires ruraux ont besoin de réseaux d'infrastructures efficients. C'est une question de survie. Je vous en remercie. Merci. Pour le groupe des Républicains, Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Madame la rapporteure, pour votre exposé et la qualité de votre travail, même si la mission a été courte. Nous le savons, le service public universel des télécommunications comprend, entre autres, et je le dis, le droit que dispose toute personne sur le territoire français pour demander et bénéficier d'un raccordement fixe sur un réseau ouvert public. Ça a été dit, mais le dernier contrat universel entre l'État et Orange, désigné comme le prestataire du raccordement de réseau et du service téléphonique, permettant à toute personne de demander le raccordement, a pris fin le 3 décembre dernier. Il est donc nécessaire, et vous avez donné des pistes, de trouver des solutions à court terme et ainsi de définir un cadre pour cette période de transition. Alors qu'il est prévu de remplacer l'actuel réseau cuivre utilisé pour la téléphonie fixe par un réseau fibre optique, et on voit bien qu'il est en train de se déployer, il est impératif de s'interroger sur la situation actuelle concernant le raccordement simple des lignes de télécommunication, ainsi et surtout que de leur entretien. Et d'ailleurs, le confinement a mis en avant une problématique connue depuis longtemps par de nombreuses communes, y compris des communes rurales. La hausse continue du temps de prise en charge des réparations du réseau et de l'installation de lignes. Au premier trimestre 2020, 23,6% des réparations ont eu lieu en plus de 7 jours. Et dans de nombreux cas sur des petites communes rurales, on compte en mois. Moi, j'ai des exemples où on a attendu plus de 8 mois pour pouvoir réparer soit un câble coupé, soit un poteau arraché. Se pose le problème de l'égalité d'accès au service, à ce service sur l'ensemble du territoire français. Se pose aussi le problème de sécurité, parce qu'on sait très bien sur les territoires ruraux, la téléphonie mobile ne passe pas. Et la seule solution pour pouvoir contacter une personne, c'est le téléphone fixe. Et quand le téléphone fixe est coupé, cette personne ne peut pas être contactée. Il se pose vraiment un problème de sécurité. Ces retards de prise en charge sont tout à fait préjudiciables, dans le sens où la couverture numérique, et on le dit régulièrement, la couverture numérique est un pilier indispensable pour développer et renforcer l'attractivité des territoires ruraux. Et force est de constater qu'on n'y est pas. En plus, lorsqu'on a une intervention, on le sait très bien, ce sont des sous-traitants qui arrivent. Et même Orange, qui commande cette réparation, n'est ni au courant de l'entreprise qui intervient, ni le jour et ni les modalités d'intervention. Et on a pu voir sur certains sites une entreprise qui est venue voir un jour. J'ai des exemples concrets. Une entreprise qui est venue, mais qui n'avait pas l'échelle pour monter et réparer le câble. Et il a fallu la 3e intervention pour qu'on puisse réparer. Donc vraiment, il y a un problème de méthode et surtout un problème de la commande. Il faut vraiment qu'on puisse améliorer, qu'on soit plus efficace. Justement, qu'il s'agisse de l'accès au service universel, et on l'a vu qu'il est donc pleinement effectif partout, ou bien du New Deal, et je l'ai dit, les opérateurs téléphonie sont les principaux acteurs du désenclavement numérique de nos territoires. Je le rappelle, la situation sur le terrain est bien plus dégradée que ce que peuvent laisser penser les statistiques officielles, et vous l'avez très bien dit, entre les statistiques nationales et locales, la ruralité est délaissée. De ce fait, et je vous en remercie, le groupe de travail sur les obligations du service universel des télécommunications est essentiel, je dis bien essentiel, pour apporter très vite un cadre et des exigences de service, alors même que les opérateurs pourraient profiter de cette absence de convention pour accumuler, et c'est le cas, des retards de prise en charge. Alors ma question, elle est très simple. Quels moyens rapides peuvent être mis en place pour obliger, et je dis bien obliger, l'opérateur en charge de ce service universel à entretenir de manière régulière, efficace, le réseau, tout en diminuant les délais d'intervention qui, jusqu'ici, en milieu rural, sont beaucoup trop longs. Merci. Merci. Pour le MoDem, Philippe Bolo. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Mes chers collègues, alors, je commencerai par vous remercier, Madame la rapporteure, pour ce travail essentiel pour tous les Français et toutes les Françaises qui continuent à utiliser un téléphone fixe et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors on peut évidemment comprendre l'intérêt pour la nation de déployer des technologies numériques avec la 4G, l'augmentation de la fibre.
Mais pour autant, dans une période de transition qui nous faisait passer d'un réseau de téléphone fixe au cuivre, à ces nouvelles technologies, il reste important de maintenir la qualité du service pour ceux qui ne sont pas encore connectés à ces technologies numériques. L'usage du téléphone fixe est encore aujourd'hui essentiel pour les entreprises, pour les particuliers, et notamment toutes celles qui se trouvent sur ces territoires ruraux où les technologies numériques ne sont pas encore aujourd'hui présentes. Je ne vais pas revenir sur la liste déjà détaillée de mes collègues de la REM et des Républicains sur les nombreux cas qu'on rencontre tous au quotidien, les nombreuses sollicitations qui nous sont remontées et qui ont vu leur importance renforcée lors de l'épidémie où on s'est rendu compte que ce téléphone fixe avait quand même une forte utilité sur ces territoires-là lorsque les gens étaient en télétravail et lorsqu'il fallait utiliser cette technologie de communication encore indispensable aujourd'hui. Mais cet usage incontournable, il se heurte à une dégradation de la qualité du service. On peut le voir, il suffit de se balader sur nos territoires. Qui n'a pas constaté l'état pitoyable de certains poteaux de ce réseau cuivre ? Moi, je le constate en Anjou. Je l'ai pu aussi le constater dans le Limousin, dans les Pyrénées, lors de séjours dans ces territoires-là. Nous pouvons tous le constater, il faut absolument agir. Alors évidemment, l'équation elle est complexe, parce qu'on peut se rendre compte que d'un côté, on a des raccordements au cuivre qui diminuent, de l'autre côté, des raccordements FTTH qui augmentent, donc in fine, des recettes de raccordement au réseau historique cuivre qui diminuent. Plus le vieillissement en parallèle de ce réseau-là, on a des coûts de maintenance qui augmentent. Mais pour autant, il ne faut pas s'arrêter à cette équation financière et se dire qu'il y a vraiment cette obligation du service universel, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, ce réseau fixe de qualité partout, et je rajouterai où cela est indispensable, et surtout en cohérence avec l'abonnement payé par l'usager. Donc, au groupe Modem, nous nous réjouissons du travail mené par le groupe de travail que vous avez réalisé, que vous avez conduit, avec ce besoin d'un nouveau cadre qui va sécuriser la transition. Et il est absolument indispensable et très attendu, ce cadre-là, ce nouveau cahier des charges, parce que la situation actuelle est source de difficultés sur les territoires ruraux. Donc, ce nouveau cahier des charges, ce sera la garantie du service fixe, avant que tout le monde ne soit raccordé aux technologies numériques, et je rajouterai à un prix raisonnable et accessible à tous. Ma question est simple. Vous préconisez un suivi plus fin des dysfonctionnements, de leur localisation, des durées d'interruption, des délais d'intervention. Comment peut-on nous assurer que ce service va bien être réalisé et que les données seront bien accessibles et centralisées ? Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue en notre nom à tous à notre nouveau collègue, Luc Lamiraud, député d'Eure-et-Loir, qui succède, parce qu'elle est irremplaçable évidemment, donc il ne la remplace pas, mais qui succède à Laure de la Raudière. Donc bienvenue pour le groupe Agir, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, effectivement, je vais commencer par ça. J'ai une double difficulté aujourd'hui, celle que ce soit ma première intervention dans cette commission, et la deuxième, c'est de succéder à Laure de la Raudière, qui sur ces sujets avait un peu plus de connaissances que moi. Donc aujourd'hui, je vais peut-être être un peu différent de ce que vous avez pu entendre de cette circonscription et simplement me contenter d'un rapport d'étonnement de nouveaux députés et anciens maires ruraux. Et en tant qu'élu de terrain pour l'instant, j'ai découvert aujourd'hui l'arrêt du service universel le 3 décembre. Je ne suis pas sûr que la totalité des maires du territoire soient aujourd'hui bien conscients, quand ils discutent avec France Télécom ou à Orange, qu'ils n'ont plus ce service universel. Je crois qu'on est toujours très demandeur, et le nombre de photos que je pourrais vous présenter ici, de photos que j'ai envoyées personnellement à Orange pour essayer de faire réparer, le montrerait. Donc c'est plutôt un témoignage de maire rural que je vais faire. Le deuxième, dans mon rapport d'étonnement, c'est également les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, Madame la rapporteure, de 24 millions d'utilisateurs, mais que 1,4 million concernés par le service universel. Donc comment fait-on, quand on est maire sur le terrain, de savoir quel fil est concerné par le service universel et quel fil ne l'est pas ? Pour nous, encore une fois, sur le terrain, tout le cuivre
étaient concernés par le service universel. Ce qui, demain, je comprends, ne le sera plus, enfin, ne l'est déjà plus, pardon, puisque petit à petit, Orange a changé ses contrats auprès des utilisateurs, de ses clients, pour glisser un contrat IP ou un contrat qui lui permet de ne plus être redevable de ce service universel et de ne plus payer les fameux 16 €, mais donc du coup de ne plus avoir l'obligation d'amener le cuivre jusqu'au bout. Les questions que je me pose aussi, c'est peut-être la différence de traitement des différentes zones de notre territoire, alors pas uniquement urbain, rural, mais aussi les zones AMEL, sur lesquelles j'ai l'impression qu'il y a des obligations supérieures pour Orange, parce qu'ils vont devoir offrir les poteaux et leur génie civil, enfin, ou au moins le mettre en état, le remettre en état pour que les opérateurs de la zone AMEL puissent venir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité d'améliorer, parce que je crois que l'objectif premier, il est effectivement que le réseau fonctionne et qu'on n'ait plus des fils qui traînent sur la route ou des poteaux cachés qui ne sont pas réparés. Et il se trouve que je suis sur une zone AMEL et j'ai pu voir que depuis que ça a été accepté, Orange a mis d'autres dispositions en place et que les réparations se font beaucoup plus vite depuis septembre-octobre. Donc il y a peut-être là une idée et une solution pour que les réparations se fassent plus vite, puisque leurs obligations sont supérieures. Et là, vous verrez dans mes propos un coup de fil que j'ai eu avec Laure hier, puisque je ne pouvais pas inventer ça tout seul. L'autre point qui me semble important dans ce que vous avez proposé, et qui nous concerne beaucoup dans le Perche, la circonscription que Laure m'a laissée, et à une grosse partie dans le Perche avec les haies. Et donc, c'est ce service, cette servitude d'élagage. Cette servitude d'élagage qui, là aussi, a besoin d'être bien expliquée au maire pour savoir quelles sont les possibilités qu'il a d'imposer à Orange ou d'imposer à un opérateur de pouvoir entraîner. Voilà, j'ai fini, c'est le souhait et c'est ce rapport d'étonnement que je voulais faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je donne la parole à la rapporteure pour qu'elle puisse répondre à tout ça et conclure de manière temporaire ces travaux? Moi, je suis convaincu que ce sujet, évidemment, ne fait que commencer à nous occuper. Oui, Madame Aignan. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, notre collègue Célia a fait un excellent travail. Moi, j'ai deux petits points. Orange avait déjà été lourdement sanctionné il y a 2 ans à cause donc de ces déficiences au niveau du service universel et s'était engagé à ce moment-là à embaucher au moins 200 personnes et également à réinvestir. Donc, est-ce que vous avez pu constater que cela a été fait, effectivement? Et comme le disait notre collègue, est-ce que ça a eu quelques effets? Et ensuite, bon, il est effectivement extrêmement pénalisant pour les personnes d'être sans service pendant de si longues semaines, mais c'est encore pire lorsqu'on est un artisan, un commerçant ou qu'on a une petite entreprise. Donc, est-ce qu'on peut imaginer aussi d'avoir plusieurs niveaux de réactivité, donc en fonction du statut de l'usager? Voilà, merci. Merci. Alors, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Beaucoup de sujets qui ont été ouverts. D'abord, je tiens à dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de remontées de terrain. J'ai été frappée au moment de la création de cette mission et puis de la montée du sujet par les remontées de tous les territoires sur les difficultés rencontrées, avec le sentiment que jusqu'ici, on avait un peu joué la dispersion et que c'est au fond ici, au sein de la représentation nationale, que nous pouvons avoir un discours uni, d'ailleurs parfois transpartisan, sur ce qui est au fond un service essentiel que nous devons à chacun de nos concitoyens. Et donc je suis ravie de voir que, au fond, quel que soit l'horizon aujourd'hui, nous partageons ce souci de rendre universel le service universel.
Parce que, alors je commencerai par dire, vous avez dit, cher Philippe Bolo, que la question était aussi la question de la sécurisation de la période transitoire. Mais en fait, il y a un double enjeu. Il y a sécuriser cette période, mais rattraper le retard de ces dernières années. Et ça fait écho à la fameuse mise en demeure de l'ARCEP de fin 2018, lorsque l'ARCEP constate et met en demeure Orange pour non-respect de ses obligations de service public sur la base d'indicateurs qui eux-mêmes, dont je vous ai dénoncé les défaillances. Donc on est dans une triple peine. On a une convention insuffisamment universelle, non respectée, et qui aujourd'hui prévoit qu'une partie du service futur. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de travail devant nous, ce qui est intéressant en termes de perspective. Et donc je vais répondre sur les différents points. Sur la mise en demeure, je commence par là parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui est cité. Elle n'a au fond pas été suivie de fait puisqu'Orange s'est engagé sur des moyens, donc sur un plan de mise à disposition de moyens pour résoudre ces difficultés vis-à-vis des indicateurs qui sont des indicateurs de performance, donc de résultats. Aujourd'hui, ce qui semble apparaître, c'est que les résultats se sont améliorés. Cependant, comme je vous l'ai dit, la façon structurelle dont sont conçus ces indicateurs ne traite pas 15% de la population et donc en réalité les territoires les plus fragiles et les plus ruraux. Donc même s'il y a une amélioration sur le papier et que la mise en demeure n'a pas été suivie de fait, même si Orange se prévaut du recrutement de 149 techniciens, ça ne résout pas, pour moi, le sujet qui est le nôtre, qui est que nos territoires aujourd'hui ont du mal à voir sur le terrain les délais de réparation se réduire, comme pour la grande majorité des Français, à 48 heures au maximum, et les délais de raccordement à 8 jours et 12 jours. Et je vais entièrement, Monsieur Vigier, dans votre sens, sur le fait que tout simplement sur le site internet Orange de la Drôme, on vous annonce 8 mois pour un raccordement, alors même que dans la convention de service universel, il est question de 12 jours. Donc c'est même assumé par l'opérateur. Le vrai enjeu pour moi, je dirais, dans cette nouvelle convention, il repose d'abord sur l'universalité, je vous l'ai dit. Et c'est au fond, les indicateurs, comme je vous l'ai dit, n'avaient pas uniquement été délaisser les territoires ruraux, mais les noyer au fond, au milieu d'une masse de plus de 24 millions d'utilisateurs du réseau cuivre. Et donc, je vais répondre à votre question, comment on sait si on est service universel ou pas service universel ? Alors aujourd'hui, c'est une mécanique d'abonnement, en fait. C'est que vous avez souscrit un certain abonnement, mais au fond, vous utilisez le même vecteur que tous les réseaux cuivre. Et c'est un peu d'ailleurs là-dessus qu'Orange joue quand il y a un débat public sur le financement de l'entretien du réseau cuivre. C'est qu'on a 24 millions de personnes qui en dépendent, et donc il y a tout le sujet de l'entretien du réseau dans son ensemble. Mais ce qui est certain, et donc le service universel, c'est juste une case qui est cochée, et après il y a des extractions de fichiers qui permettent de calculer ces indicateurs. Et je ne suis pas certain que les maires aient besoin de savoir si monsieur ou madame machin a le service universel. Le service universel, c'est un filet de sécurité de minimum de service. À partir du moment où il s'applique au service universel, il s'applique à tous les usagers du réseau cuivre. Donc on crante par le bas une sorte de qualité de service qui, du coup, s'appliquera à tout le monde. C'est pour ça qu'on s'y intéresse d'ailleurs de près, c'est que ça permet de définir le minimum acceptable, selon nous, politiquement et techniquement d'ailleurs, par rapport à l'opérateur. Et donc, sur la question de ce réseau cuivre, j'attire votre attention sur le fait, je ne l'ai pas dit parce qu'en 15 minutes on ne peut pas tout dire, mais Orange doit faire une proposition de fin du réseau cuivre sur 10 ans d'ici à 2030. D'ici l'été, doit proposer à l'ARCEP et à l'État des modalités de fermeture progressive du réseau cuivre et a annoncé déjà, par exemple, une première tranche de 10 millions d'utilisateurs dans les 3 années qui viennent. On pressent que ces 10 millions seront essentiellement les territoires urbains, déjà bien fibrés. Et donc, par conséquent, en réalité, par rapport au sujet qui nous préoccupe des territoires ruraux, ça veut dire qu'il va encore exister pendant au moins 5 années. D'où l'idée de cette convention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, vous voyez, on va accélérer la fin du cuivre, donc de toute façon, ne nous en préoccupons pas. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il faut s'en préoccuper maintenant. Parce que, et vous l'avez tous dit, les situations de vie, moi j'ai de plus en plus de remontées sur mon territoire, de situations de personnes qui ont été hospitalisées parce qu'ils ont dû aller chercher la voiture pour aller prévenir les pompiers, parce qu'on n'est pas réparé depuis 3 semaines.
Alors on tombe pas dans le pathos quand on a plusieurs situations qui remontent comme ça, que vous avez des collègues ou des maires qui vous écrivent de partout en France. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas de plus en plus fréquents et nous devons y répondre. Sur les différents points soulevés, la question de la sous-traitance d'ailleurs, je vais du coup répondre à quels moyens on se donne pour amener l'opérateur à réparer et le contraindre. En fait, c'est le dispositif que je vous ai décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en re-signant, alors vous savez, la désignation se fait par appel d'offres. Soit Orange y répond, dans ce cas-là, c'est une négociation avec l'État, soit s'il n'y répond pas, c'est une désignation d'office. Qui permet aujourd'hui, dans le cadre de cette désignation, de fixer des contraintes, donc qui sont des indicateurs. Le fait que la maille soit départementale, ça veut dire que déjà, ils ne peuvent pas abandonner, je dirais, des pans entiers de territoire en disant ceux-là, ils ne seront pas dans nos 85%, mais tant pis. On sera obligé de les traiter parce qu'au fond, le minimum de services, il s'imposera département par département. Et il s'imposera sur les zones rurales comme sur les zones urbaines. Donc ça, c'est un premier gage. Le deuxième, c'est l'obligation de raccordement ou de réparation sous peine de sanction, assortie d'un appui, comme je vous disais, dans les maisons France Service pour les usagers, et en dernier recours de la médiatrice des télécommunications qui gère déjà des sujets comme celui-là que nous avons auditionné, mais qui manque aujourd'hui de prise justement juridique, légale et contractuelle pour pouvoir contraindre l'opérateur Orange à être plus performant, en tout cas dans la réponse qu'il apporte aux citoyens. Donc on utilise à la fois de la gestion par indicateur de la performance, des outils d'accompagnement pour que les gens leurs droits soient mieux respectés. Il faut très clairement qu'on augmente, c'est la question qui a été posée sur comment on mesure ces indicateurs aussi département par département. Aujourd'hui, à l'ARCEP, vous avez une trentaine de personnes qui s'occupent à la fois de téléphonie fixe, mais aussi d'Internet. Et donc, ça sera clairement, quand on va parler d'indicateurs nationaux et qu'on va arriver à la maille départementale, il y a un sujet budgétaire que nous aurons à examiner dans les prochains projets de loi de finances, y compris de moyens humains, pour être certains que nous puissions contrôler les indicateurs, et y compris améliorer la méthode de contrôle qui questionne plus qu'elle. Je pense qu'elle est performante parce qu'il y a aussi un historique qui permet d'avoir l'ancienneté. Mais quand on va arriver sur la fibre et qu'on aura des nouveaux outils à évaluer, on ne peut pas juste se baser sur ce que les opérateurs vont donner comme données. Il faudra qu'il y ait des contrôles renforcés pour voir la manière dont ils calculent ces indicateurs et dont ils les transmettent. Et donc, par rapport à votre question, la question de la sous-traitance, pour moi, elle arrive à la fin. Elle arrive du fait que Orange n'a pas investi dans le cuivre. C'est séparé, je crois qu'ils sont passés de 70 000 à 15 000 techniciens en 15 ans. Du coup, d'abord, ils ont diminué leur effectif, mais ils sont aussi passés par la sous-traitance parce qu'ils ont considéré que c'était moins cher, que c'était plus simple, dégradant clairement le service. On voit que ce qu'on leur demande, et ça a été le cas de la mise en demeure de l'ARCEP, ça les force à re-recruter. La première chose qu'ils nous disent quand il y a une difficulté de ce type-là, c'est « je vais recruter tant de techniciens ». D'ailleurs, ils avaient dit 200 techniciens, dont 70 pour la Drôme et l'Ardèche. On en a 149, je n'ai pas fait le calcul pour la Drôme et l'Ardèche. Mais c'est vous dire qu'ils savent très bien où sont les points noirs et qu'avec ce qu'on vous propose, on va nous le savoir davantage, y compris l'ensemble des citoyens. Et je pense que c'est normal. Et j'insiste sur un point qui me tient à cœur. Quand vous avez été gestionnaire, propriétaire et gestionnaire d'un réseau aussi structurant que celui du réseau cuivre pendant 40 ans, vous ne pouvez pas vous dédouaner de ces responsabilités. Vous êtes responsable jusqu'au bout, vis-à-vis de tous les citoyens et vis-à-vis du démantèlement jusqu'au dernier jour. Et moi, j'appelle Orange à prendre ses responsabilités sur ces sujets-là. Je me dépêche, Monsieur le Président, mais j'ai plein de choses à dire à nos collègues. Oui, ce qui fonctionne aujourd'hui, pour accélérer aussi les réparations, ce qui fonctionne, malheureusement, ce que tout le monde nous a dit, c'est la médiatisation. Vous faites venir la télé, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je n'ai jamais eu autant de réparations sur mes communes que depuis que vous m'avez confié cette mission. Je pense que le mois prochain, je vais vous en redemander une, Monsieur le Président. Mais non, plus sérieusement, je sais. Alors, je voudrais dire, parce que c'est quand même important,
il y a un certain nombre d'agents d'Orange sur le terrain qui font très bien leur travail. Et ça, c'est important de le dire et de leur dire, s'ils nous écoutent d'ailleurs, parce qu'on en est parfaitement conscient. C'est le manque de cadre et la stratégie qui, du coup, en a découlé, qui a amené l'organisation à ne pas remplir ses objectifs. Mais on sait bien qu'au sein de l'organisation, on a des salariés mobilisés pour essayer de réparer et qui d'ailleurs eux-mêmes dénoncent la sous-traitance parfois en cascade qui en a résulté. Et donc, accélérer les réparations sur le terrain, en fait, une manière de médiatiser plus systématiquement, c'est ce que je vous disais sur l'open data. Toutes les applications que certaines collectivités ont mis en place pour prendre en photo un encombrant qu'il faut venir chercher, on peut faire la même chose. On a une ligne qui est réparée, on la prend en photo, on la met sur un site public, ça existe déjà, oui, ça existe déjà, mais de le rendre public et surtout animé, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus non plus et que ce soit un vrai outil de pilotage et de la mesure de la performance. Ça me semble un bon moyen. Alors vous allez me dire, quand je n'ai pas le téléphone, comment vous voulez que je mette la photo sur le site? Mais enfin, on trouve toujours des moyens de faire savoir qu'on a une difficulté quand on a un défaut de réparation. Voilà pour l'essentiel. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Je voudrais... si vous le permettez, Monsieur le Président, dans les échanges que j'ai eus au sein de la mission Flash, nous avons pu auditionner l'ARCEP, mais pas encore sa présidente, que nous connaissons bien, parce qu'elle s'est installée au cours plutôt même en fin de mission. En revanche, elle est très préoccupée par nos sujets et a proposé, si vous en étiez d'accord, parce que c'est à votre liberté, bien sûr, Monsieur le Président, mais que nous puissions avoir un échange à un moment sur ces sujets-là. Et je l'espère, ça c'est ma demande à moi, que nous puissions continuer ces travaux dans un cadre qui sera adapté par rapport au plan de charge de la Commission. Merci Madame la rapporteure pour ce travail et je confirme, je suis évidemment tout à fait ouvert à recevoir la nouvelle présidente de l'ARCEP, à la fois pour qu'elle nous décrive sa feuille de route générale et qu'elle puisse intervenir sur ce sujet. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'auditionner le secrétaire d'État au numérique et possiblement le PDG de l'opérateur dit historique. Voilà, merci beaucoup Madame la rapporteure. On va se donner maximum 10 minutes de pause, c'est-à-dire à 10h30 pile. À 10h30 pile, on entame l'examen du projet de loi gaspillage alimentaire. Pardon, Monsieur Diffie.